Bienvenue à cette conférence des thématiques INRIA. Alors là, on a un cycle qui s'appelle Culture Web. Et quand on m'a demandé d'organiser ce cycle, j'ai pensé qu'il ne fallait pas qu'on reste uniquement entre informaticiens, que le web c'était quelque chose de trop important pour l'accaparer. Et donc nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir Michel Serres comme conférencier. Maintenant, je vais laisser à Gilles Devec, sans qui cette conférence n'aurait pas pu avoir lieu, le plaisir de présenter Michel Serres si on a besoin. Merci. Alors, je suis effectivement très très heureux d'accueillir Michel Serres dans le cadre de cette série de conférences Culture Web. Michel Serres a un parcours atypique puisqu'il est ancien élève de l'école navale et de l'école normale supérieure. Il est agrégé de philosophie et docteur ès-lettres. Et il a d'abord servi comme officier dans la marine avant d'enseigner la philosophie et l'histoire des sciences un peu partout dans le monde. Et il est aujourd'hui professeur d'histoire des sciences à Stanford. Alors, il est aussi l'auteur de nombreux livres et il est depuis 1990 immortel puisqu'il a été élu à l'Académie française. Ça serait peut-être périlleux de résumer la pensée de Michel Serres en 2 minutes, donc je vais juste en tirer en extraire une idée. C'est l'idée que pour comprendre la manière dont les gens pensent, dont les gens vivent, pour comprendre la culture, pour comprendre l'art d'une certaine époque, une clé pour comprendre tout ça, c'est une question à se poser, c'est celle de l'état des sciences et surtout de la technologie à cette époque. Les sciences et la technologie formant une espèce de socle sur lequel d'autres phénomènes culturels peuvent se construire. Alors c'est bien sûr une thèse à laquelle à l'INRIA et à l'École Polytechnique nous ne pouvons que souscrire. C'est pour ça que Serge Abitboul et moi-même avions tenu à inviter Michel Serres dans le cadre de cette série de conférences. Alors avant de lui céder la parole, je voudrais relever un dernier point, c'est que sur le développement des nouvelles technologies, Michel Serres porte un regard qui est résolument optimiste. Alors certes pas un regard naïvement optimiste, mais cependant un regard optimiste. Et c'est un point qui le singularise certainement quand on le compare à beaucoup de ses collègues philosophes, comme nous le savons très bien ici. Merci. Ah, mais je crois que je n'ai pas besoin. Merci beaucoup de me donner la parole ici à propos des nouvelles technologies. J'ai toujours un peu le trac de parler devant des gens qui sont plus spécialistes que moi de ces questions. Mais d'abord, je voudrais mettre ces questions-là dans un contexte historique. Lorsqu'on parle de nouvelles technologies, on emploie un adjectif et un mot, le mot nouveau et le mot technologie. Je parlerai du mot technologie tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui est nouveau dans ces nouvelles technologies ? Je voudrais d'abord voir ce qui n'est pas nouveau, et ce qu'on croit être nouveau et ce qui n'est pas nouveau. D'abord, ces nouvelles technologies permettent de stocker, de transmettre, d'émettre et de recevoir de l'information. Est-ce que ces technologies-là sont nouvelles ? La réponse est non. Non, parce que des machines capables de stocker, d'émettre et de transmettre et de recevoir de l'information, eh bien, il y en avait sur le globe terrestre depuis 3,8 milliards d'années. Dès qu'il y a eu une cellule vivante, il y avait une machine capable de stocker, d'émettre et de transmettre de l'information, au moins du point de vue de la perception, du point de vue de la nutrition et du point de vue de la reproduction. Machine ou vivant, il se trouve que ces fonctions-là étaient déjà remplies, voici ce temps-là. Par conséquent, s'il s'agit de cette fonction-là, ce n'est pas nouveau, premièrement. Deuxièmement, est-ce que les nouvelles technologies sont nouvelles dès lors qu'on considère qu'elles permettent de transmettre très rapidement sur de très longues distances de l'information ? Et la réponse à cette question est de nouveau non. Non, parce qu'il y a déjà très longtemps que des techniques ou des technologies étaient usitées pour transmettre à très longue distance de l'information. Je vais donner au moins 2 exemples. Nous avons un témoignage de Jules César dans ses commentaires sur la guerre des Gaules d'une surprise qu'il avait très fréquemment. Il envoyait par exemple sur une distance, disons, équivalente à Paris-Nice, par exemple, des cavaliers pour porter des messages vers Rome par
le sud de la France, et il s'apercevait que les Gaulois, dès qu'on arrivait à Nice, avaient déjà l'information que lui voulait transmettre par les moyens les plus rapides, c'est-à-dire par des messagers à bord de chevaux qui relayaient tous les temps de kilomètres, enfin tout le temps de 1000 romains évidemment, sur les voies romaines à l'époque. Et il s'est demandé comment les Gaulois pouvaient transmettre si vite, plus vite que lui, de l'information. Eh bien, il a découvert assez rapidement que dès qu'ils avaient une information à transmettre, les Gaulois se mettaient sur des éminences ou des collines et que dans les 16 directions de la Rose, ils criaient d'informations jusqu'à ce qu'ils soient certains que celui qui se trouvait sur l'éminence voisine pouvait la répéter. Et par conséquent, d'éminence en éminence, l'information courait plus vite évidemment que le cheval. Vous voyez, donc il y avait déjà des moyens. Et un second exemple, je le tire des guerres puniques, lorsque Hannibal quitte Carthage, c'est-à-dire Tunis, passe par Gibraltar, remonte par l'Espagne, traverse les Pyrénées, traverse les Alpes et va battre les Romains à Cannes et au lac Trasimène, il a des informations régulièrement de Carthage par des feux que de Tunis se transmettent par petits îlots, par Pantellaria, le sud de la Sicile, le détroit de Messine et les Pouilles, par des feux allumés et des signaux donnés, les Carthaginois transmettaient à Hannibal des nouvelles assez rapidement. Vous voyez donc que ce n'est pas très nouveau que de se transmettre de l'information plus vite que de manière, disons, concrète, par des chevaux ou par des moyens plus concrets. Donc, premièrement, est-ce que stocker, transmettre et mettre de l'information, c'est nouveau? Non. Tous les vivants le font depuis l'origine des vivants. Est-ce que la transmission rapide à distance caractérise l'information? Non, de nouveau, puisque historiquement, nous avons de bons exemples de cette affaire-là. Troisièmement, est-ce que c'est nouveau du point de vue de la masse énorme d'informations? Et c'est un argument qu'on emploie très souvent, que nous ne pouvons plus dominer la masse d'informations parce que nos mémoires sont tellement colossales qu'on ne peut plus prendre connaissance de ces choses-là. Est-ce que cela est nouveau? Réponse, non. Non de nouveau parce que si vous lisez un peu ce qui s'est passé après Gutenberg, c'est-à-dire après l'invention de l'imprimerie et l'origine des grandes bibliothèques, dès lors que se constituent des grandes bibliothèques de livres imprimés, déjà l'information dépasse la capacité d'un lecteur. Et nous avons des écrits de philosophes classiques du XVIIe siècle, par exemple Leibniz, l'inventeur du calcul infinitésimal et de la mécanique, Leibniz qui était bibliothécaire lui-même de Hanovre. Leibniz disait « Cette horrible masse de livres que personne d'entre nous ne peut dominer va nous ramener certainement la barbarie et non pas la culture. » Vous voyez, il avait l'idée déjà que l'énorme masse d'informations nous dépassait tellement que nous risquions. Alors, on retrouve là des arguments assez classiques des technophobes actuels sur la masse d'informations. S'ils étaient un peu cultivés, ils sauraient que déjà cet argument a été utilisé contre le livre imprimé, et je ne sache pas que le livre imprimé ait jamais ramené la barbarie quelque part, et a ramené plutôt de la culture que de la barbarie. Ensuite, puisque je parle de technophobie, est-ce que l'angoisse devant une nouvelle technologie est aussi nouvelle? La réponse est alors régulièrement non, pas du tout. Pourquoi? Parce que les nouvelles technologies s'inscrivent dans une histoire très très facilement repérable et parfaitement documentée de replication de l'information. Et la première technique de ce genre, ça a été l'invention de l'écriture. Eh bien, vous avez sûrement entendu parler, quoique scientifique, de la philosophie de Platon. Eh bien, Platon écrit des dialogues dont le héros principal est Socrate, le philosophe Socrate, et l'opposition ou la complémentarité entre Socrate et Platon se réduit en quelque manière à l'opposition ou la complémentarité entre la transmission orale et la transmission écrite. Et la plupart des discours de Socrate, c'est une critique de l'écriture en tant que l'écriture fait perdre, et le mot perdre, je vais en parler
plus tard, fait perdre une dimension considérable à la parole vivante, dit-il, et orale. Socrate considère que la parole orale est vivante et que l'écriture est morte. C'est une information morte. Et le platonisme, d'une certaine manière, comme philosophie, est le témoignage historique de cette opposition, de cette nouveauté d'une transmission écrite à l'époque où on n'avait que la transmission orale. Donc, les angoisses devant une nouveauté sont déjà transcrites de façon presque canonique dans les philosophies antérieures, et l'exemple de Socrate en est un très fort. Alors, des machines à stocker l'information, non, c'est pas nouveau. La vitesse de transmission à distance, non, c'est pas nouveau. L'énorme masse d'informations, non, c'est pas nouveau. Personne de ma génération, ni de la génération précédente, n'a lu toute la bibliothèque ou n'a lu la totalité de la Library of Congress. Et l'angoisse devant une nouveauté n'est pas nouvelle non plus à ce point de vue. Je passe sur la perversion de la pornographie qui, semble-t-il, envahit le web. Mais il est bien clair que tout le monde célèbre, dès l'invention de l'imprimerie, le fait que Gutenberg ait imprimé la Bible, et tout le monde fait voir la Bible de Gutenberg. On interroge rarement les secondes, troisièmes livres qui ont été imprimés. Je parierais bien volontiers que c'était les écrits érotiques latins. Vous voyez, immédiatement, les livres de ce genre ont suivi la Bible, mais évidemment, dans l'histoire, on dit surtout qu'il a été question de l'écriture sainte. D'autres écritures ont suivi de très près, et par conséquent, là aussi, les problèmes ne sont pas nouveaux. Alors, toute la question est de savoir, alors, parmi les questions posées du point de vue culturel, du point de vue historique, du point de vue de la philosophie même ou d'histoire des techniques aux nouvelles technologies, je crois qu'il faut vraiment séparer de manière intelligente les questions récurrentes qui ont toujours été posées dans certains types d'inventions, des questions réellement nouvelles. Alors qu'est-ce qui est nouveau dans les nouvelles technologies ? La première chose, c'est l'utilisation du mot technologie. De mon temps, ou assez récemment, le mot technologie en langue française voulait dire discours sur la technique, manuel de technologie voulait dire description des outils, manière de construire les outils, manière de se servir des outils. Technologie, c'était un discours sur la technique. Et technologie utilisée de la même manière ou dans le même sens que technique, c'est tout simplement un anglicisme. Nous disons aujourd'hui nouvelle technologie, en bonne langue française, nous devrions dire nouvelle technique. Alors ce qui est nouveau, c'est l'utilisation du mot technologie dans ce sens-là. Mais je plaisante. Qu'est-ce qui est nouveau maintenant ? Je voudrais bien réfléchir avec vous sur cette question. Alors, je vais essayer d'analyser un point pour essayer de rentrer dans la réelle nouveauté que me paraît induire l'utilisation individuelle ou sociale des nouvelles technologies. Si vous êtes content de ma conférence, je vous serais reconnaissant de me faire tenir pour Noël quelques chocolats, ou plutôt je préférerais des marrons glacés, vous voyez. Et alors, vous voulez bien noter mon adresse pour envoyer les marrons glacés. Mon adresse est 128 rue de Montreuil, 94 320 Seine-France. Je viens de vous donner mon adresse. Et je voudrais méditer avec vous sur la notion d'adresse. Qu'est-ce qu'une adresse ? Je viens de vous donner mon adresse, et cette adresse-là est intéressante parce qu'elle se réfère à un espace bien défini. C'est-à-dire, je la prends à l'envers, j'ai dit France, ce qui est un sous-ensemble spatial bien dessiné par des frontières ou conventionnelles du côté du Rhin ou naturelles du côté de la Bretagne, et tout le globe terrestre est enserré ainsi par un réseau de frontières, et l'ensemble des zones habitées est partagé en sous-ensembles qu'on appelle des pays, des nations, et ainsi de suite. France. Ensuite, la France elle-même est enserrée par un ensemble de réseaux, de frontières de nouveau, où on trouve des départements. Alors, 94, dans mon adresse, veut dire effectivement, désigne dans ce sous-réseau parmi le réseau mondial, le département du Val-de-Marne,
Mais si c'était aux États-Unis, on dirait Alabama ou Wisconsin. Si c'était en Angleterre, on dirait Pays de Galles ou Écosse. Bref, c'est un sous-ensemble de ce sous-ensemble. Puis 94 300, c'est de nouveau un réseau qui partage le département en zones postales, et ainsi de suite. Et à l'intérieur de ce sous-réseau, il y a la ville de Vincennes qui est traversée par un réseau de rues. Est-ce que c'est nouveau, ça? Non, ça date d'Hippodamos de Milet, 6e siècle avant Jésus-Christ. Et dans ce réseau de rues, le 128 où j'habite désigne une distance bien déterminée entre le 0 et là où j'habite. Et dans l'ensemble des réseaux que je viens de dessiner, de frontières, de départements, de zones postales, de villes, de rues, etc., dans l'ensemble de ces réseaux, on définit une distance par un chiffre entre le 0 et le 128. 128 pair est du côté droit de la rue en allant vers les numéros croissants. Voici ce que c'est qu'une adresse. Cette adresse-là se réfère à un espace. Et maintenant, réfléchissons sur le terme adresse. Vous savez sans doute qu'en langue anglaise, le mot adresse porte 2 D, alors qu'en langue française, nous ne l'écrivons qu'avec un D. Et ceci montre que la langue anglaise est souvent plus près de l'ancien français que le français moderne, et quelquefois plus près du latin que le français actuel. Vous savez sans doute que les Anglais ont plus de mots latins dans leur vocabulaire que nous, pour des raisons historiques bien repérées et connues. Ils disent par exemple 2 heures antéméridiennes, moi post-méridienne, longtemps que nous avons perdu ce latin-là. Et dans le mot adresse, les 2 D nous font voir qu'il s'agit du droit. Ad, c'est le préfixe, et le DR après, c'est le droit. Et en effet, la racine du mot adresse, c'est le mot droit. En anglais, right. Et right, qu'on retrouve en français parce qu'il n'y a pas le second D, dans res, c'est le mot rex, qui veut dire le roi. Le droit, le roi. Mais ce mot rex, qui a donné par la suite le mot règle, vient du latin rectus, alors le droit, right, puis rex, le roi, puis rectus, la règle, puis rectangle. Tiens, on retrouve l'espace dont je suis parti. Mais restons une minute au droit et au roi. Je vous ai donné mon adresse en espérant que vous allez m'envoyer pour Noël des marrons glacés que j'aime tant. Mais en fait, mon adresse, elle n'est pas là pour ça. Elle est là pour que le roi, enfin celui qui a le pouvoir, puisse m'envoyer la police si par hasard j'ai commis une infraction, un délit ou un crime. Ou alors celui qui détient le pouvoir peut trouver l'endroit où j'habite si par hasard je n'ai pas payé l'impôt. Tiens, c'est curieux. Vous avez appris peut-être en classe de philosophie que l'origine de la géométrie viendrait du fait qu'en Égypte, les fellahs cultivaient une parcelle de terre que le pharaon avait à un certain moment soumis au cadastre et qu'il payait l'impôt ou la taxe proportionnelle à la surface du cadastre et que parce qu'on avait cadastré la vallée du Nil, on avait inventé une règle, un rectangle, et voilà que dans le mot adresse, on vous raconte déjà toute l'origine de la géométrie. Vous voyez que dans l'examen d'un mot et de sa racine, tout d'un coup, vous voyez arriver exactement toute la couche des sens, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ça se réfère à un espace, et cet espace-là n'est pas seulement un espace métrique, il est métrique, puisqu'il y a des réseaux partout, les réseaux des frontières, les réseaux des départements, les réseaux, ce sont des réseaux qu'on peut repérer par abscisse ordonnée, rapidement parlant, et puis ensuite il y a une métrique qui me permet de repérer quelqu'un à la distance. Donc c'est bien un espace métrique, au sens euclidien ou cartésien du terme. C'est un espace rectangulé, réglé, c'est un espace réglé. Mais je ne fais que parler du mot adresse, là. Je ne fais que analyser linguistiquement
l'étymologie du terme. Mais en plus d'être un espace métrique, c'est-à-dire un espace géométrique, etc., c'est un espace juridique, c'est un espace politique, c'est un espace du pouvoir. Et d'ailleurs, dans ce mot adresse, il y a aussi le mot endroit, c'est l'endroit où j'habite. Il y a aussi le mot insurgé, vient aussi de ce mot-là, c'est-à-dire celui qui précisément commence à ne pas vouloir d'adresse, insurgé à la même racine, c'est la même famille sémantique. Bref, vous voyez que les couches sont là pour témoigner à la fois d'une histoire et de cette communauté, Gilles Dauwec, qui fait que vous n'êtes pas simplement des scientifiques, vous avez aussi à côté de vous quelqu'un qui est dans les sciences humaines et qui linguistiquement voit que votre espace métrique, que votre espace géométrique est en fait en même temps, un espace juridique, un espace politique, un espace de pouvoir, et que la ville ou l'espace dans lequel nous habitons est indissolublement métrique au sens euclidien et politique au sens que je donne. D'accord ? Voilà quelle était mon adresse. Et j'ai dit quelle était mon adresse. Parce que cette adresse-là, où je vous supplie d'envoyer des chocolats ou des marrons glacés, je préfère les marrons glacés, cette adresse-là, c'était votre adresse. Mais maintenant, quand on vous demande et quand on me demande mon adresse, je ne donne plus cette adresse-là. Bien entendu, je donne au moins 2 adresses. Je dis michel.serre@wanadoo.fr, n'est-ce pas ? Et où je dis 06 09 47 32 08. Je donne l'adresse de ce que les Québécois, et je vous conseille de suivre leur exemple, appellent l'ADEL. C'est merveilleux, adresse électronique. Dites donc Adèle, désormais. Ils disent le courriel pour le courrier électronique. Et ils ne sont pas asservis comme les Français à la langue anglaise, ils ne sont pas dans la carpette anglaise ou dans l'esclavage de la langue anglaise. Ils se révoltent et ils disent courriel pour le courrier électronique et Adèle, ce qui est le prénom féminin, pour adresse électronique. Alors je donne mon adresse électronique, mon Adèle, c'est michel.s, etc. Ou l'adresse de mon téléphone cellulaire. Je ne dis pas portable, parce que portable, c'est de nouveau un mot anglais comme technologie. On dit portatif en français, on ne dit pas portable. N'est-ce pas ? Alors, les Québécois disent le téléphone cellulaire, et ce téléphone cellulaire, on donne son chiffre. Et où est l'espace ? Je vous pose la question, où est l'espace lorsque vous donnez votre Adèle, c'est-à-dire michel.r@wanadoo.fr, ou si vous donnez le code de votre cellulaire. Où est l'espace ? Et ne pas référer à l'espace du tout. Qu'est-ce qui est nouveau dans les nouvelles technologies ? C'est l'adresse. C'est-à-dire que nous ne vivons plus dans le même espace que ceux qui autrefois donnaient leur adresse comme je viens de la donner. Ce qui est nouveau, c'est l'espace. C'est-à-dire, c'est pas vrai que nous sommes dans un espace en réseau. Tout le monde abuse de la notion de réseau. Mais la notion de réseau, c'est pas nouveau, c'est vieux comme le monde. C'est vieux comme les frontières, c'est vieux comme les départements, c'est vieux comme les voies romaines, c'est vieux comme Hippodamos de Milet qui faisait des plans de ville avec un quadrillage de rues et de boulevards, c'est vieux comme les voies maritimes, c'est vieux comme Hérode. Nous ne sommes plus dans l'époque des réseaux. Non, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, autrefois, il s'agissait de réseaux, parce qu'on avait une adresse qui se référait à l'espace dont je viens de parler. C'est-à-dire un espace qui était communément un espace géométrique, un espace métrique, un espace juridique, etc. Et maintenant, avez-vous remarqué que quand quelqu'un met son téléphone en route, qu'il soit dans une rue, quand l'avion a atterri ou quand le train arrive, il dit « je suis à tel endroit ». L'avez-vous remarqué ? Eh bien, il dit « je suis à tel endroit » pour une raison profonde, c'est-à-dire que puisque l'adresse et le code ne se réfèrent plus à l'espace en question, il est obligé de dire d'où il parle et où et à qui il parle. Il est obligé de dire « je suis là », parce que son adresse ne le dit plus. Par conséquent, la grande nouveauté, à mon avis, des nouvelles technologies, gît dans cette adresse qui est un code unique, qui est simplement un code arithmétique ou de lettres ou de chiffres, qui n'a plus aucune référence avec l'espace dont je parlais.
Nous n'habitons plus dans un espace métrique, nous n'habitons plus dans le même espace que nos prédécesseurs. Il s'agit d'un nouveau monde. Il s'agit absolument d'un nouvel habitat. Nous n'habitons plus dans un espace métrique. Et alors vous allez me dire, mais alors est-ce que ce nouvel espace dans lequel nous habitons a aussi, comme l'ancien, une référence de type juridique, une référence de type politique, etc. C'est toute la question. C'est toute la question. Et je repère la naissance de cette question dans les débats qui déjà sont anciens, disons 5-6 ans, sur la question de savoir quel type de droit va régir la toile. Vous vous rappelez, il y a encore des questions juridiques qui se posent, etc. Et la plupart des gens pensent qu'il suffirait de prendre le droit tel que nous l'avons à notre disposition de façon classique pour le transporter dans la toile et appliquer un certain nombre de règles et de lois, etc. Et quand on me demande mon avis, je dis non, ce n'est pas du tout possible, parce que c'est un autre espace. C'est celui que je viens de dire, c'est un espace topologique, un espace sans distance. Ce n'est pas un espace métrique. Nous vivons dans un espace topologique et non plus dans un espace métrique. Et or, l'espace métrique portait en lui tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Et le nouveau ne le porte plus. Donc, c'est un espace de non-droit. Et c'est intéressant, les espaces de non-droit. Et est-ce que c'est nouveau, les espaces de non-droit? Non, non. C'est très ancien, les espaces de non-droit. Et donc, je recommence. Quel type de droit va-t-il s'appliquer désormais à cet espace topologique d'un genre nouveau dans lequel nous habitons désormais avec des nouvelles adresses? Alors, je ne sais pas quel sera le droit, mais je vais raconter une histoire. Parce qu'en racontant une histoire, on est toujours plus clair que quand on fait de la théorie. Non, on est toujours plus complexe, plus concret que quand on fait de la théorie. La théorie est claire, mais elle n'a pas l'épaisseur du concret. Y a-t-il eu autrefois des lieux de non-droit? Oui, il y en a eu, et en particulier au Moyen-Âge, par exemple, dans les pays occidentaux, et même avant, dans l'Antiquité, même dans la très haute Antiquité, je vous dirai pourquoi, les forêts étaient considérées comme des espaces de non-droit. Le mot sauvage était silva, la forêt, et la forêt était considérée comme un endroit où n'entrait pas, disons, la police, où n'entrait pas l'armée, où n'entrait pas, etc. Et du coup, les forêts étaient généralement occupées par des gens de sac et de corde, des cambrioleurs, des assassins, etc., qui trouvaient là un certain type de liberté. Voilà un espace de non-droit. Et dans cet espace de non-droit, on n'y allait pas parce que c'était dangereux, parce qu'on risquait sa vie. Le passage dans une forêt était réellement dangereux. Et il arrivait que dans certaines de ces forêts, des événements se passaient. Alors je vais en citer deux que vous allez reconnaître très vite. Il y avait même dans ces forêts deux frères un jour qui étaient si sauvages qu'ils avaient été même élevés à la mamelle d'une louve, c'est vous dire à quel point ils étaient sauvages, et qui peu à peu sont devenus les fondateurs de quelque chose de nouveau, c'est-à-dire de Rome, Romulus. Mais ce mythe est repris sans arrêt. Tout d'un coup, on s'aperçoit que dans un bois, tous ces brigands s'habillent en vert. Ça ne vous rappelle rien? S'habillent en vert et qu'ils ont à leur tête quelqu'un qu'on appelle Robin des Bois. Et avez-vous remarqué ce que ça veut dire, Robin des Bois? Je vous parie que vous ne savez pas ce que ça veut dire, Robin des Bois. Robin, ça veut dire celui qui porte la robe, c'est-à-dire la robe de magistrat. Et des bois, ça veut dire qui fonctionne dans un lieu de non-droit. Et Robin des Bois, ça veut dire celui qui tient le droit dans le lieu de non-droit. Et par conséquent, qu'est-ce que le droit là? Qu'est-ce que l'histoire que je viens de vous raconter? C'est comment un droit naît à l'intérieur d'un espace nouveau qui est un espace de non-droit.
Et par conséquent, je suis prêt à parier que sur le web ou sur ces choses-là, peu à peu, on ne pourra jamais appliquer le droit extérieur à cet espace-là, mais qu'il naîtra de l'intérieur de cet espace de non-droit un nouveau droit original et qui sera la règle de cet espace de non-droit. Alors cet espace, c'est un nouvel espace dans lequel nous vivons et nous avons suffisamment dans la philosophie, dans l'histoire, dans les mythologies, d'histoires qui relatent ce qui s'est passé jadis ou quelquefois dans des espaces tels qu'il n'y avait pas de droit et que peu à peu le droit s'est constitué à partir d'une situation relativement sauvage, chaotique et désordonnée. Voilà en gros ce qui me paraît nouveau, nouvel espace et constitution probablement d'un nouveau droit, mais je ne peux dire que c'est nouveau que parce que je peux comparer l'état actuel à ce que je pouvais voir jadis concernant l'espace, concernant le droit, concernant les pouvoirs, et ainsi de suite. Ça, c'est le côté, disons, spatial de la nouveauté dont je voulais parler. Mais ce qui vous intéresserait peut-être sans doute, c'est le côté cognitif. C'est-à-dire, le côté spatial, c'est le côté collectif. C'est-à-dire, j'ai parlé, si vous voulez, à la fois de l'espace objectif dans lequel nous vivons ou du collectif qui se prépare grâce à cet espace. Et si nous parlions du côté subjectif? Alors, ce qui m'intéresse dans les nouvelles technologies de ce point de vue-là, du point de vue cognitif, c'est la chose suivante. Quand j'étais petit, mon professeur de philosophie m'avait enseigné qu'il y avait 3 fonctions cognitives dans l'esprit de chacun. C'était la mémoire, la raison et l'imagination. C'était ce qu'on appelait les facultés. Très bien. Ces facultés étaient référées à moi, Michel Serres. J'avais de la mémoire où je n'en avais pas. J'étais raisonnable ou j'étais moins raisonnable. J'étais imaginatif, oui ou non. C'est-à-dire, c'est le sujet personnel qui portait ces 3 facultés, avec plus ou moins de bonheur. Et à mesure que les sciences cognitives ont avancé, on s'est de plus en plus référé au cerveau pour savoir où était, comment fonctionnait, avec quel type de neurones et dans quelle zone, la raison, l'imagination, ces facultés-là. Alors maintenant, parlons des nouvelles technologies. Et essayons de refaire l'histoire dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vois des gens parmi vous qui prennent des notes, n'est-ce pas? Ils prennent des notes pourquoi? Parce qu'ils ont peur de perdre le souvenir de ce qui a été dit. Revenons, je vous prie, en arrière, avant non seulement les nouvelles technologies, mais avant l'imprimerie, non, pas avant l'imprimerie, avant l'écriture. Et imaginons ce qui se passerait avant l'écriture. Avant l'écriture, nous savons ce qui s'est passé, c'est assez bien documenté. Nous savions qu'il y avait des aèdes, des chanteurs, qui chantaient dans les villages et qui savaient par cœur les textes qu'ils récitaient ou qu'ils chantaient. Et les gens du village apprenaient par cœur ces textes-là, qui étaient leur culture, le souvenir qu'ils avaient de leur histoire, et l'apprenant par cœur, ils apprenaient de plus en plus de choses par cœur, de sorte que lorsqu'un vieillard mourait dans un village, on disait c'est toute une bibliothèque qui disparaît. La tradition du village était portée par les anciens. Le culte des anciens ne venait que de là, c'est-à-dire il était le stock mémonique de la culture en question. Vous voyez? Bon. Soudain apparaît l'écriture. Dès qu'apparaît l'écriture, il est bien clair que tout ce qui était mémoire individuelle de ce vieillard ou de ceux qui apprenaient passe sur le support, sur le parchemin, sur le papier bientôt avec le papyrus, etc. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce que Socrate dit à Platon, vous perdez la mémoire. Vous êtes en train de perdre la mémoire, et en effet, les gens qui peuvent prendre par écrit le texte qui est dit, autrement dit,
lorsqu'on critique les textes anciens, Platon, la Bible hébraïque, les évangiles chrétiens, etc., on croit que parce qu'il n'y avait pas d'écriture, la transmission n'était pas fidèle. C'est exactement le contraire. Moins il y avait d'écriture, plus ils avaient de la mémoire. Et nous avons des témoignages de ça jusqu'au Moyen-Âge, où lorsqu'Albert le Grand faisait cours à la Sorbonne, les étudiants étaient debout, les mains derrière le dos, et ils écoutaient le cours d'Albert le Grand, et chacun était capable, 7 ans, 10 ans, 15 ans après, de réciter mot à la virgule près ce qu'avait dit Albert le Grand 8 ou 15 ans avant. La preuve, c'est qu'on a les textes de Platon, où les gens disent « Qu'est-ce qu'il a dit Socrate ce soir-là ?» Et Apollodore répond, et il répond 90 pages. Et il savait 90 pages par cœur, ce qui n'était pas un exploit extraordinaire à l'époque. Ils avaient de la mémoire. Au moment où l'écriture arrive, on perd la mémoire, parce que la preuve qu'on n'avait pas de mémoire, vous prenez des notes. Vous n'allez pas vous souvenir dans 2 heures ou dans 2 jours, encore moins dans 2 ans, ce qui a été dit ce soir. Donc vous prenez des notes. Vous vous rendez compte de ce qui est arrivé quand il y a eu l'imprimerie ? Quand il y a eu l'imprimerie, il y a eu une perte de mémoire encore plus forte. Et la preuve, on a de ça des preuves tangibles. C'est-à-dire lorsque Montaigne dit, ce texte sur lequel vous avez peut-être écrit des dissertations quand vous étiez en seconde, « Je préfère une tête bien faite à une tête bien pleine », vous vous rappelez de cette expression de Montaigne, « Je préfère une tête bien faite à une tête bien faite », qu'est-ce que vous croyez qu'il disait ? Il disait simplement... Avant l'invention de l'imprimerie, si j'étais historien, il fallait que je sache par cœur Plutarque, il fallait que je sache par cœur Tacite, il fallait par cœur tous les historiens, puisqu'il n'y avait pas de bibliothèque, il n'y avait pas de livres. Mais maintenant que je peux mettre dans le rayonnage de ma librairie, comme disait Montaigne, tous les historiens en question et tous les philosophes, je n'ai plus besoin de savoir par cœur. Donc je n'ai plus la tête pleine, j'ai la tête bien faite. Et le bénéfice de la mémoire était gigantesque. C'est-à-dire, au lieu de savoir par cœur Tacite, etc., il suffit de savoir que c'était à la lettre T, au rayonnage 2, à gauche de la cheminée. Vous voyez, c'était un allègement formidable de la mémoire. On avait perdu la mémoire. Alors ça, c'est une réponse à tous les technophobes. Vous savez, les technophobes disent, c'est terrible, on va perdre la mémoire. Oui, on a perdu la mémoire. Oui, au moment où on invente l'imprimerie, on perd la mémoire. Oui, au moment de l'imprimerie, mais Montaigne est heureux de perdre la mémoire. Et moi, je suis heureux de n'avoir pas chaque fois à mettre des notes en bas de page, vous savez, comme dans, je ne sais pas, vous avez tous pris sans doute des livres de la bibliothèque de la Pléiade, où vous achetez 300 pages de Mérimée et 900 pages de notes du professeur Rat de l'Institut. Vous voyez, je m'en fous, moi, des notes, puisqu'elles sont toutes dans le web. Et regardez l'allègement. Vous voyez, c'est comme dans les hôtels, on économise des serviettes. On économise du papier, puisqu'il n'y a qu'à regarder dans un moteur pour avoir les notes en question. Vous voyez. Par conséquent, nous perdons de plus en plus de la mémoire. Pourquoi ? Parce que la mémoire, alors maintenant, un petit effort théorique pour en voir exactement ce qui est nouveau, c'est que la mémoire, au lieu d'être une faculté subjective portée par l'individu, le sujet et, disons, le cerveau, est portée par un objet extérieur au corps, le papier, le papyrus, le livre, la mémoire de l'ordinateur. Elle est dans l'objet. Elle n'est plus dans le sujet, elle est dans l'objet. Et ça, c'est fondamental. Nos facultés passent du sujet à l'objet. Voilà pour la mémoire. Vous n'avez plus aucune mémoire, mais vous avez à votre disposition toute la mémoire du monde. Vous n'avez plus de mémoire subjective, vous n'avez plus que des mémoires objectives. Vous n'avez plus de mémoire interne, vous n'avez plus que des mémoires externes. Nous avons externalisé les facultés cognitives. C'est-à-dire les nouvelles technologies externalisent les facultés cognitives. Ça, c'est pour la mémoire. Et que les philosophes aujourd'hui déplorent que mes étudiants perdent la mémoire, moi je m'en réjouis. C'est-à-dire, pourquoi croyez-vous que vers le 15-16e siècle, l'Europe occidentale ait inventé la science moderne ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils avaient perdu la mémoire. C'est-à-dire que les physiciens de l'époque, à l'époque d'Albert le Grand, devaient savoir par cœur tous les physiciens précédents.
il devait savoir par cœur tous les phénomènes de la nature, il devait savoir par cœur, etc. Et tout d'un coup, toute cette mémoire s'est dégagée et passée dans les livres. Ils avaient la tête vide, ils n'avaient plus la tête pleine, ils n'avaient plus la tête vide, et grâce à ça, ils ont pu observer et expérimenter. Je suis certain que l'origine des sciences modernes à la Renaissance vient de l'invention de l'imprimerie. C'est-à-dire qu'à un moment, on a perdu la mémoire. Je reviendrai sur le mot perdre. Et maintenant que j'ai parlé de la faculté de mémoire, je voudrais parler de la raison et de la démonstration. Avant de venir faire cette conférence, j'ai relu quelques démonstrations d'Euclide dans le texte original. Et j'ai bien regardé la longueur de la démonstration dans la géométrie d'Euclide. En feuilletant comme ça les 10 livres, on s'aperçoit assez rapidement qu'il est extrêmement rare qu'une démonstration d'Euclide dépasse 1 page et demie ou 2 pages in octavo. Vous voyez, il y a 2 pages en gros de démonstration. Et par conséquent, un mathématicien, vous par exemple, vous pouvez vous souvenir de la démonstration du théorème de Pythagore. Vous pouvez vous souvenir de la démonstration de tel et tel théorème. Et à mesure que la science avance, la longueur des démonstrations croît un peu, mais pas vraiment beaucoup. S'il y a de très longues démonstrations dans la quadrature de la parabole d'Archimède, il y a quelques longues démonstrations dans la géométrie de Descartes, mais tout d'un coup, rappelez-vous de la méthode cartésienne, je m'en souviens tout d'un coup, la méthode cartésienne dit dans la 4e règle, faire des revues si entières, faire des revues si générales et des dénombrements si entiers que je fusse assuré de ne rien omettre. Vous vous rappelez de la 4e règle? Je m'en souviens juste maintenant. Faire des revues si générales et des dénombrements si entiers que je fusse assuré de ne rien omettre. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je fusse assuré de ne rien omettre. Eh bien, ce qu'il appelait, lui, Descartes, les chaînes toutes simples et faciles de la géométrie, pouvaient toutes, du point de vue rationnel, se référer à lui, que je fusse assuré de ne rien omettre. C'est-à-dire que, dans ma mémoire, je pouvais aller du début à la fin de la démonstration, et c'est moi qui pouvais en contrôler, pas à pas, tous les chaînons. Et par conséquent, j'étais sûr de la vérité de la conclusion. D'accord ? Puis peu à peu, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que, pour démontrer un théorème, de plus en plus, ça fait 3 pages, puis 10 pages, puis 20 pages, puis 100 pages, puis 1000 pages, puis 3000 pages. Et à ce moment-là, la communauté des mathématiciens commence à réagir et à dire bon, il est bien clair que la 4e règle, ils ne le disent pas comme ça, c'est moi qui le dis, que la 4e règle de Descartes est désormais plus intéressante, et par conséquent, qui va dire je? Qui va maintenant contrôler pas à pas la certitude des chaînons de la démonstration? Réponse, nous. Nous, c'est-à-dire nous, l'école Bourbaki, nous, les professeurs de mathématiques de Polytechnique, nous, les académiciens des sciences, bref, la communauté des mathématiciens. Donc le sujet, déjà, n'est plus jeu. La faculté de la raison quitte le jeu. Et puis tout d'un coup, il y a des démonstrations, on en parlait, je crois, avec Gilles il y a quelque temps, qui vont excéder tellement le nombre de pages en question qu'il ne va plus être question de pouvoir le gérer pas à pas par la totalité de la communauté mathématique. Eh bien, l'ensemble des démonstrations, eh bien, elle se trouve de nouveau dans l'objet. C'est extraordinaire. C'est-à-dire là, il y a une révolution vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que peu à peu, les facultés cognitives, que ce soit la mémoire, et maintenant la faculté opératoire, et maintenant la faculté de démonstration, et ainsi de suite, vont passer tout à coup du subjectif personnel au collectif des spécialistes ou des experts, et tout d'un coup à l'objectif. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est l'objet lui-même qui va tenir et contrôler la démonstration. Vous voyez que peu à peu, il y a une externalisation du cognitif. Le cognitif n'est plus... Vous voyez que philosophiquement, c'est intéressant. C'est-à-dire, c'est plus le sujet, c'est plus l'individu, c'est plus je.
au sens cartésien du je pense dont je suis. C'est plus je, c'est plus nous, le sujet de nouveau. C'est il, c'est ça, c'est l'objet. C'est l'objet. Est-ce que c'est nouveau? Oui, externaliser les fonctions cognitives, c'est nouveau. Michel Serres, est-ce que c'est nouveau, les yeux dans les yeux? Non, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Je vais essayer de dire comment. Je vais essayer de dire vraiment. Il y a quelques années, les dames parmi vous, il n'y en a pas beaucoup, c'est dommage, connaissent sans doute la Lecce League. Vous ne connaissez pas la Lecce League. La Lecce League, c'est une association de femmes très très militantes, très très féministes, très sympathiques, qui prônent et qui militent dans le monde de façon très violente pour l'allaitement maternel le plus long possible des enfants. Lecce League. Et il y avait une grosse compagnie pharmaceutique qui avait inventé récemment un biberon. C'est curieux de parler de biberon à l'école polytechnique, mais pourquoi pas, qui avait inventé un biberon dont l'embout imitait parfaitement le bout du sein, dont la contexture n'était plus en verre, mais imitait parfaitement l'élasticité chaude et intime du sein maternel. Et vous savez sans doute que quand un bébé tète, il ne boit pas du lait homogène, que à mesure que le bébé tète, la mère, la sécrétion mammaire change du tout au tout, comme si l'enfant faisait un vrai repas avec hors d'œuvre et dessert. Vous voyez, c'est-à-dire que le lait est de plus en plus sucré et donc ça évolue de façon telle que le repas se termine. Et les inventeurs de ce biberon avaient trouvé une manière d'imiter parfaitement ce type de lait, de sorte qu'en buvant le biberon, l'enfant était à peu près dans les conditions de ses maternelles, d'où une bagarre épouvantable entre la Lecce League et le truc. Malheureusement, ils m'ont pris pour arbitre. Alors ils m'ont pris pour arbitre, comme vous m'avez invité ce soir, et j'ai réfléchi intensément à ce que c'était qu'un biberon. Et c'est pour un philosophe, c'est intéressant de se dire, voyons, qu'est-ce qu'un biberon, vous voyez? Et vous m'avez demandé quelles sont les nouvelles technologies. Mais qu'est-ce que c'est qu'un biberon? Ben, un biberon, c'est tout simple. C'est un sein. Et d'ailleurs, mais c'est un sein amovible. Et oui, la preuve, c'est que papa peut donner le biberon, le grand-père peut donner le biberon, la concierge peut donner le biberon. Il n'y a plus que la mère n'a pas toujours à se trimballer pour donner le sein. Le biberon est amovible. Mais tout d'un coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que la technique en général? Qu'est-ce que c'est qu'une technologie? Qu'est-ce que c'est qu'un marteau? Un marteau, mon Dieu, mais c'est mon avant-bras plus le poing. Au lieu de taper avec le poing, je fabrique un avant-bras, le manche, et la masse, ça fera le poing. Vous voyez, qu'est-ce que c'est qu'un couteau? Au lieu de couper avec le tranchant, on dit bien le tranchant de la main. Au lieu de couper, je vais fabriquer quelque chose qui sera un tranchant de main. Qu'est-ce que c'est qu'une cuillère? Ben, c'est le creux dans lequel je bois de l'eau, mais c'est un creux de main amovible, il est toujours là. Vous voyez, et ainsi de suite. Et tout d'un coup, qu'est-ce que c'est que la roue? On célèbre l'invention de la roue. Bah, c'est pas très difficile, vous savez. La roue, on voit les articulations de la hanche, du genou, de la cheville et des métatarses. Tout ça, c'est des rotations. On fait une rotation amovible. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais si par hasard, la totalité de la technique n'était pas une externalisation des fonctions des organes du corps? Et je crois désormais que c'est vrai. Je vous présente là ma théorie de la technique, qui n'est là alors, mon cher Gilles, ni optimiste ni pessimiste. C'est ainsi. C'est-à-dire que peu à peu, nous externalisons dans le monde extérieur, nous objectivons des fonctions du corps d'abord, et puis ensuite des fonctions plus compliquées. Et puis, quand on parle de réseau, ben, on imite probablement quelque chose comme les réseaux nerveux ou les réseaux qui parcourent notre corps ou les réseaux sanguins, etc. Et puis, peu à peu, on imite même la fonction fondamentale du vivant, c'est-à-dire la replication de l'ADN. Qu'est-ce que c'est qu'une imprimante? Qu'est-ce que c'est que... Nous ne faisons dans les technologies qu'externaliser sans arrêt les organes, les fonctions, les systèmes, etc., jusqu'au secret le plus profond des vivants. De quoi? Ben,
ce que je disais au début de ma conférence, c'était ça. C'était de dire, mais voyons, est-ce que stocker de l'information, transmettre de l'information, émettre de l'information, etc., c'est nouveau? Oh non, tous les vivants le savent. Mais c'est ce que nous faisons. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la nouvelle technologie? C'est du vivant externalisé. Et tout d'un coup, je me suis aperçu, en effet, que c'était tout à fait nouveau dans les nouvelles technologies que de externaliser les fonctions cognitives, comme la mémoire dans le cas que j'ai cité historiquement, et dans la raison, puisqu'on a aussi fait la même démonstration. Mais au fond, c'est très nouveau. Pourquoi? Parce que ça externalise des fonctions dont on n'avait même pas l'idée qu'elles pouvaient être externalisées, puisque pour nous, elles définissaient profondément ce que c'était qu'un sujet. D'ailleurs, pour nous, profondément, qu'est-ce que c'était Michel Serres? C'était un certain type de mémoire, plus un certain type de raison, plus un certain type d'imagination. Et bien voilà, tout ça, c'est désormais externalisé. Et je me suis aperçu de ça de plus en plus en me disant, mais voyons, souvent je m'étais posé la question autrefois, mais pourquoi l'homme s'habille-t-il? N'est-ce pas? Pourquoi on s'habille? Alors, il y a des tas de théories disant, mais il fait froid, alors on s'habille, mais c'est pas vrai. Vous avez remarqué que les Indiens d'Amérique, du côté des Grands Lacs, par les grands froids, étaient nus. Vous connaissez l'histoire de l'Indien qui rencontre le visage pâle, et le visage pâle lui dit, mais comment peux-tu supporter un froid pareil, et tu es nu? Et l'Indien lui répond, mais toi et ton visage, il est tout nu aussi, ton visage. Eh bien, moi, tout visage. Vous voyez? Et donc, ce n'est pas parce qu'on a froid qu'on s'habille, ce n'est pas parce que peut-être qu'on veut être plus belle ou plus beau, peut-être on veut cacher les misères de sa propre peau ou des cicatrices de vieilles blessures. Non, je ne crois pas. Je crois que tout simplement, lorsqu'on a perdu les poils, parce que ça c'est assez vieux, on a trouvé une fourrure amovible exactement comme le sein, exactement comme etc. C'est-à-dire la technique est absolument darwinienne, c'est-à-dire elle peut s'inscrire à l'intérieur, elle est à mon avis un exo-darwinisme. Vous voyez? Le darwinisme, alors évidemment, pour lutter contre le froid, le darwinisme évolutivement va vous amener avec de la laine sur le dos, mais une fois qu'il fera chaud, vous allez mourir, forcément, puisque vous avez toujours la laine sur le dos. Tandis que si vous avez l'externalisation de la fourrure, enlevez la fourrure s'il fait chaud. Vous voyez? C'est-à-dire, ça économise la mort. Alors vous direz aux technophobes de ma part, Gilles de Weck, que la technique a pour but d'économiser du temps, de l'évolution, et la mort. C'est-à-dire, c'est plus la peine de mourir parce qu'il fait chaud, il n'y a qu'à enlever la fourrure. C'est-à-dire que l'externalisation, l'exodarwinisme, nous permet tout d'un coup une liberté extraordinaire par rapport à l'environnement. Et je crois que raisonnablement, c'est cela même la technique. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans les nouvelles technologies? Non, ce n'est pas la technologie, puisque l'externalisation était déjà là, puisque l'exodarwinisme était déjà en train de fonctionner, mais l'énorme nouveauté des nouvelles technologies du point de vue humain, c'est d'avoir externalisé des fonctions cognitives dont il y a à peine quelques dizaines d'années, nous pensions qu'elles caractérisaient l'individu humain lui-même, c'est-à-dire le sujet. C'est-à-dire le sujet devient objet, c'est-à-dire le sujet cognitif devient objectif. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui lui reste? Alors le technophobe va de nouveau avoir la parole. Alors pour répondre aux technophobes là, je vais m'amuser, mais je devrais faire de la gymnastique. J'avais un vieux prof autrefois qui s'appelait Leroy-Gourand, que j'adorais beaucoup, et qui était assez bon préhistorien pour d'un coup de masse faire exactement le biface que savaient faire les Magdaléniens ou les gens du Paléolithique. Hélas, il est mort avec un Parkinson, et je pleurais de voir un homme qui savait absolument ce que c'était que l'outil et que la main mourir de cette façon. Bref. Et il disait, et il nous faisait souvent, pour nous faire rire, et il nous disait, regardez comment on s'est mis à quatre pattes. On était à quatre pattes. On était à quatre pattes, alors des milliers d'années, évidemment, des millions d'années, on s'est mis à deux pattes. Alors, les avant-bras ont perdu la fonction de portage, perdu la mémoire.
Je vous avais promis de parler de perte. Alors, il disait, les avant-bras ont perdu la fonction de portage. Ah oui, bien sûr, ils ont perdu, mais nous avons gagné la main. Et la main, c'est quand même le chef-d'œuvre de l'évolution, puisque ça nous permet toutes sortes de sculptures, de techniques et de faire signe, etc. Le piano, enfin tout ce que vous voudrez. On a gagné la main. Le gain était 1000 fois plus important que d'avoir perdu la fonction de portage. Mais au moment où on s'est mis debout, la gueule, la bouche, avait, quand on était à quatre pattes, la fonction de préhension. Et quand on s'est mis debout, c'est la main qui a eu la fonction de préhension. La bouche a perdu la fonction. Vous voyez, on ne fait que perdre. Oui, mais la bouche a perdu la fonction de préhension, mais du coup, c'est mis à parler. Vous voyez, alors, perdre, vous perdez la mémoire. On va perdre la démonstration. On va perdre, etc. Mais la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on gagne, puisque le roi Gourand disait, nous perdons la... Mais enfin, il disait, nous sommes libérés de l'écrasante obligation de portage. Puis la bouche est libérée de l'écrasante obligation de prendre, donc elle parle. Nous sommes libérés de l'écrasante obligation de mémoire. Nous sommes libérés de l'écrasante obligation des mondes. Nous sommes libérés de l'écrasante, etc. Nous sommes condamnés à devenir intelligents. C'est-à-dire que plus vous externalisez les fonctions cognitives, plus vous vous débarrassez d'écrasantes obligations concernant cette cognition. C'est ça le fond de mon optimisme. Vous voyez, c'est-à-dire on voit très bien qu'au cours de l'histoire, chaque fois qu'on a perdu, comme dans le portage, comme dans la préhension, etc., on a gagné quelque chose qui était à l'étage au-dessus de ce qu'on perdait. Vous voyez, on avait perdu le portage, on a l'appréhension, on perd l'appréhension, on gagne la parole, et ainsi de suite. Et je pense tout d'un coup que, puisque j'aime les mots, je l'ai assez montré, qu'en langue française, le verbe perdre a deux sens. On perd au jeu ou on perd quelque chose, mais on perd aussi comme une casserole perd, avec un trou dedans. L'homme est un animal dont le corps perd. Il a perdu le marteau, il a perdu la roue, il a perdu, etc. Et tout d'un coup, il perd ses facultés cognitives. Et ces facultés cognitives sont désormais les nouvelles technologies que vous avez devant vous. Au fond, vous avez devant vous le cognitif de vos ancêtres en mieux. Externalisé, objectivé, soumis désormais à une nouvelle histoire que j'appellerais volontiers l'exodarwinisme. Je finis maintenant, parce que je suis en train de parler depuis longtemps. Je crois que pour finir, ça serait bien de faire sa prière. Vous savez, faire une prière pour finir. Alors, on va faire sa prière. Puisqu'on est à Paris, je vais faire ma prière au saint patron de Paris. Je vous convoque à la prière. Saint-Denis venait d'être élu évêque de Paris, évêque de Lutèce. Il ne s'appelait pas Paris à cette époque. Et c'était l'époque de la grande persécution de l'empereur Décius, je crois, quelque chose comme ça. Si je me trompe en histoire, hein, vous regarderez dans le web. J'ai perdu la mémoire complètement, mais je crois bien que c'était l'empereur Décius. Mais bon, vous n'avez qu'à regarder le web. Saint-Denis était un soir avec ses ouailles dans une salle comme ce soir. Il était sur la tribune, il était en train de parler et les gens l'écoutaient comme ce soir exactement. Mais ils avaient tous très très peur parce que aux portes là, ils avaient mis des veilleurs parce que les centurions et l'armée romaine guettaient un peu les premiers chrétiens pour les alpaguer. Et tout d'un coup, ce qui devait arriver arriva. L'armée romaine enfonce les portes et le centurion, le coupe-chou à la main, se précipite sur Saint-Denis, et vous connaissez l'histoire par cœur, chop, lui coupe la tête, et la tête roule par terre. Et miracle, absolument miracle, c'est ça la prière de ce soir. L'évêque de Nice se baisse et ramasse sa tête. Et évidemment, quand ma grand-mère m'a raconté cette histoire, j'ai dit, mais comment se fait-il qu'il ait pu repérer où se trouvait sa tête, puisque les yeux... c'est un problème, c'est un problème.
Mais ça a été un tel miracle qu'il puisse ramasser sa tête et qu'il la montre comme ça, que tous les soldats romains sont partis, et c'est ainsi que se termine l'histoire. Non, c'est pas ainsi que se termine l'histoire. Tous les jours et tous les matins, lorsque désormais vous allumerez votre ordinateur, vous voudrez bien, en souvenir de moi, l'appeler Denis, parce que c'est là que réside votre tête désormais, puisque c'est ici qu'il y a votre mémoire, votre faculté de raison, votre imagination, etc., enfin objectivée, et qu'en face d'elle, il vous reste à devenir intelligent, ce que je souhaite. Merci. Vous avez parlé du corps de l'homme comme un corps qui perd, vous avez parlé de l'enfant qui... non, justement, vous n'avez pas parlé des enfants. Vous avez parlé du fait que les hommes, à une époque reculée, marchaient à quatre pattes, qu'ils se sont mis debout. Il se trouve que les enfants, quand ils naissent, ne marchent pas debout. Ils passent encore par une phase où ils marchent à quatre pattes. Et donc je comprends très bien ce que vous dites sur l'externalisation des fonctions qu'on observe jusque dans les nouvelles technologies. Mais vous n'avez pas du tout abordé le problème de, c'était pas votre sujet non plus, mais le problème de l'éducation. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut d'emblée placer les enfants dans cet environnement? Oui, parce que vous voyez, par exemple, pendant votre conférence, vous avez dit, il me revient en tête la 4e règle de Descartes. Donc vous n'avez pas complètement perdu la mémoire, et vous avez eu aussi, vous, à votre époque, une éducation qui vous permet aussi peut-être un usage intelligent des nouvelles technologies. Et la question, c'est aussi de savoir comment élever les enfants. Husserl le disait, la Terre ne se meut pas. Il voulait pas par là réfuter le système héliocentrique de Copernic, mais il voulait dire que on ne peut penser ce système héliocentrique que parce qu'on a d'abord opposé le mouvement relatif à la fixité absolue de la Terre. Et on continue, un enfant continue... à dire le soleil se lève. Oui, puis mais nous aussi. On parle du sol ferme de la raison, par exemple. Cette seule métaphore nous montre bien qu'on a besoin de cette fixité. Oui, exact. Donc voilà, quelle est votre position par rapport à l'éducation qui permet justement une saine externalisation et non pas quelque chose de moins sain. La question est d'autant plus importante, cher monsieur, que nous sommes en présence depuis maintenant, disons 25 ans ou 30 ans, de la plus grande crise du monde éducatif de toute l'histoire. Et beaucoup de gens se demandent pourquoi dans tous les pays du monde, quels que soient leurs efforts, la crise est si importante. Et je crois que ce que je viens de dire n'est pas pour rien dans la crise de l'éducation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en effet, s'il y a un transfert aussi brutal de ce qu'on appelait autrefois les fonctions du sujet vers un objectif déterminé, cela met en péril complètement tout ce qu'on pensait autrefois de la formation du sujet individuel. Et par conséquent, en effet, c'est un problème majeur sur lequel je n'ai pas beaucoup de solutions. Mais un second problème s'ajoute à ce premier, à mon avis. C'est le suivant. C'est que depuis l'invention de l'imprimerie, depuis la révolution industrielle, où les objets se font en série, depuis l'imprimante, depuis les jeux vidéo, etc., on est en présence d'un monde qui est de plus en plus répétitif, de plus en plus repliqué, de plus en plus livré à l'imitation, de plus en plus livré à la répétition, de plus en plus livré à la redondance. Et qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui que quelque chose qui a du succès? On ne dit pas que c'est inimitable, on dit le contraire. On dit, regardez, il y a des millions de gens qui ont lu Harry Potter. On ne dit pas Harry Potter est un bon roman. Non, non, non. On dit il y a des millions de gens qui l'ont lu. Donc, on est livré à cette espèce de répétition depuis que précis. Et donc, nos enfants, et vous-même, vous êtes écrasés de la redondance du monde actuel. Vous voyez ?
Ce monde écrase les gens de redondance. Et demain matin, tous mes étudiants sauront par cœur ce que Patrick Poivre-d'Arvor va dire ce soir à la une. Vous voyez ce que je veux dire, à 20h. Donc là, c'est pas que ce soit bon ou mauvais, ça m'est égal. Le problème, c'est la répétition et la redondance. Or, l'éducation, c'était justement de dire, toi, tu es unique au monde. Tu dois être libre et tu dois être un individu porteur d'une singularité inimitable. Et là, il y a une contradiction gigantesque. Il y a une contradiction d'un côté entre le sujet et l'objectivation, et d'autre part entre la redondance et la particularité singulière que doit être un individu. Parce que qu'est-ce que c'est que l'éducation? C'est de dire, tu es individu, libre, personnel et unique au monde. Et ça, c'est impossible dans un monde redondant comme le nôtre. Donc on est exactement bloqué là-dedans. Alors, je ne sais pas quelles sont les solutions, parce que je crois que la solution à ce problème sera donnée peut-être à terme et par un esprit plus important ou plus fort que le mien. La première chose que j'ai à dire sur les technologies, c'est que les enfants sont curieusement beaucoup plus adaptés que les adultes à toutes les technologies imaginables, y compris celle-là. Vous l'avez remarqué? C'est-à-dire, j'ai envie souvent de dire, qu'est-ce que la science? La science, c'est tout simplement ce qu'un adulte enseigne à un enfant. Qu'est-ce que la technologie? C'est tout simplement ce qu'un enfant enseigne à un adulte. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire que nous n'avons aucune difficulté à élever nos enfants à cette technologie, c'est même eux qui nous élèvent à cette technologie. Donc ils y sont de plein pied. Toute la question est évidemment de les former pour qu'ils aient une distance par rapport à ça. C'est ça votre problème. Eh bien, c'est eux qui l'acquerront. On ne peut pas le faire à leur place. Ce n'est pas possible. La seule chose que je trouve criminelle, c'est pas de leur avoir donné les technologies, c'est de les écraser de redondance. C'est ça que je trouve aujourd'hui le plus grave dans l'éducation des jeunes gens. De les écraser sous la mode, sous la publicité, porter tous les mêmes jeans, porter tous, vous voyez, être écrasés par la répétition, etc. Vous voyez, et de dire qu'il faut aller voir ce film et qu'il faut et que tel chant, etc. C'est la redondance qui me paraît le plus fort. Vous voyez, j'ai pas de solution sur l'éducation vraiment. Si j'en avais une, mais de toute façon. C'est comme dans le cas de Robin des Bois, c'est eux qui le feront. Je ne me crois pas capable de leur dire de l'extérieur comment faire. Tout ce que je peux dire, c'est voilà ce qu'était le sujet autrefois. Il n'est plus comme ça. Et lorsque les philosophes disent qu'il faut former des sujets, etc., c'est terminé. Ce sujet-là n'est plus le même. La coupure entre le monde qu'induisent les nouvelles technologies et le monde antérieur est une coupure beaucoup plus importante qu'on ne le croit. Vous avez dit que l'homme était défini il n'y a pas longtemps par ses aspects cognitifs, la mémoire, la raison et l'imagination. Or, on n'a extériorisé que la mémoire et la raison pour l'instant. Et maintenant, qu'est-ce qu'il définirait alors, selon vous, si... L'imagination. Seulement l'imagination définirait... Les questions d'imagination. C'est ça? Je demande qu'est-ce qui définit l'homme selon vous à notre époque, maintenant? Non, j'entends pas, pardonnez-moi. Il faut parler plus fort. Désolé. Je suis vieux, je dois être un peu sourd. Je voulais te demander qu'est-ce qui définit l'homme maintenant selon vous, si, comparé à avant, quoi. Ah oui. Alors, je suis très intéressé par cette question. Vous voulez que je fasse un peu de pub? Je publie en février un livre sur ce sujet. Je crois que la coupure que nous sommes en train de vivre, qui n'est pas seulement liée aux nouvelles technologies, mais qui est probablement liée à de toutes autres questions concernant le vivant, concernant les biotechnologies, concernant l'agriculture, concernant la naissance, la vie, la mort, la douleur, etc., la coupure est vraiment relativement considérable. Alors, qu'est-ce qui définit l'homme aujourd'hui? Je crois que la coupure est si forte qu'on ne peut la comparer d'une certaine manière qu'à ce qui nous est arrivé au néolithique. Vous voyez, c'est-à-dire à l'époque où on a inventé l'agriculture, qu'on a inventé les premiers outils, etc. Je crois que là, il y a une coupure considérable.
Et que, jusqu'à maintenant, l'homme était défini par une philosophie qu'on appelait l'humanisme. Vous avez entendu parler. Et l'humanisme était toujours lié à une définition de la nature humaine. Et cette définition était toujours fausse. On disait que l'homme, c'était l'animal qui rit, puis on trouvait tout d'un coup un animal qui riait aussi bien que nous. Puis tout d'un coup, on cherchait que l'homme était un animal qui faisait des outils, puis on s'est aperçu que les bonobos font pas mal d'outils, que les oiseaux font des nids, etc. Et on trouve toujours l'animal, on n'arrive jamais à trouver la définition de l'homme, de la nature humaine, etc. Mais nous avons quelque chose de tout à fait nouveau aujourd'hui qui va fonder l'humanisme de demain, je crois. C'est que nous savons désormais répondre à la question d'où venons-nous. Et ça, c'est tout à fait nouveau. C'est-à-dire, nous savons que l'homme est né en Afrique, qu'il y est resté tant de millions d'années, qu'il y a 100 000 ans, une poignée d'hommes beaucoup moins importante que celle-ci est passée par l'isthme de Suez et a commencé à se répandre un peu en Europe, un peu en Asie, qu'il y a 60 000 ans, une autre partie a envahi l'Australie pour donner nos frères aborigènes, qu'il y a 25 000 ou 18 000 ans, par la Béringie, à la faveur d'une glaciation, une autre partie est passée en Amérique et a descendu le long, etc. Donc nous connaissons l'histoire complète de notre famille humaine. Vous voyez ? Et là, aujourd'hui, nous savons vraiment, de façon darwinienne ou de façon évolutive, pourquoi nous avons des couleurs de peau différentes, nous avons des cultures différentes, pourquoi nous avons des littératures différentes, des langages différents, etc. Nous avons enfin construit une sorte de tronc et nous savons l'histoire de ces frondaisons, de ces bifurcations. Et donc nous savons comment nous sommes nés. Naturus, ça veut dire naître. Donc nous savons ce que c'est d'une certaine manière que la nature humaine. Et nous le savons historiquement. Deuxièmement, nous le savons biochimiquement. Nous savons exactement, et d'ailleurs c'est une façon de confirmer ce que je viens de dire, que tel type d'ADN, ça a évolué de telle et telle manière, et nous n'avons plus besoin aujourd'hui ni de morale, ni d'idéologie, ni de religion, ni rien du tout pour savoir que nous sommes tous frères. Et ça, c'est une découverte bouleversante qui date de 20 à 25 ans. Et donc aujourd'hui, nous savons sur l'homme des choses si fondamentales que nous pouvons enfin dire qui nous sommes. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est complètement nouveau, parce qu'autrefois, quand on parlait d'humanisme et qu'est-ce que la nature humaine, c'était de l'idéologie, c'était de la morale, c'était relative à telle et telle culture qui l'imposait à une autre culture, etc. Aujourd'hui, aucune culture ne peut s'imposer à l'autre, puisque désormais, nous connaissons le tronc et les branches de ce développement. Vous voyez ? Et là, cette chance, à la fois paléoanthropologique d'un côté, biochimique d'autre part, nous permet enfin de dire qui nous sommes et de dire d'où nous venons. Et cela est une découverte telle que il faut se lever et sonner la trompette pour dire enfin, nous savons ça. Vous voyez ? Et ça sera l'horizon certainement de votre génération. L'horizon de votre génération, l'horizon de ma génération, c'était 4 ou 5 000 ans. C'était rien du tout. L'horizon de votre génération, c'est 7 millions d'années, mon cher. Vous voyez ? Et cet horizon-là fonde réellement ce que c'est que l'homme. Et ça, nous ne le savons. Moi, je ne l'ai appris qu'à la fin de ma vie. Vous voyez ? Et c'est quand même tout à fait nouveau. Et c'est aussi nouveau que les nouvelles technologies. Nous n'habitons plus le même espace, c'est ce que j'ai dit, mais à ce point de vue, nous n'habitons plus le même temps. Vous voyez ? Les plus cultivés d'entre nous n'avaient que 4 000 ans, on avait 6 000 ans. C'était des jeunes gens. Vous en avez 7 millions, vous êtes un vieillard par rapport à moi. Nous n'habitons plus le même temps. Nous sommes dans la position un peu particulière par rapport à la technologie parce que nous sommes les gens qui créent la technologie. Et quand j'observe ce qui se passe avec la technologie, ce n'est pas quelque chose de statique. Alors, par exemple, il y a des expériences qui ont montré que les enfants qui habitent avec le MTV, ils changent, leur cerveau change. Il y a plus de connexions, ils regardent des choses plus rapidement. Alors, il y a une réaction de la technologie
ce qu'on fait comme les êtres humains, et aussi une adaptation. Alors, c'est pas seulement darwinien dans le sens que c'est un seul sens, qui nous qui adapte de la technologie, mais nous sommes toujours en train de adapter par rapport. Et c'est dans les deux sens. Alors, je pose la question, si on est dans ce contexte-là, comment on peut imaginer l'avenir de la technologie? Alors, c'est pas passif dans le sens, c'est pas statique, c'est pas quelque chose que, comment expliquer, c'est pas le fait qu'on débarrasse la mémoire et c'est non, fait, ça ne mais débarrasse c'est interactif et notre moyen d'interagir avec la mémoire, ça change et c'est pour nous de créer ce type d'échange. Oui. Alors, vous avez raison, c'est-à-dire que si j'ai paru dire que nous avons perdu la mémoire et qu'elle est dans l'objet, je l'ai peut-être un peu mal dit. Hein. Je veux dire que l'interaction entre le sujet et la faculté n'est plus la même. C'est-à-dire, on n'a plus la même réaction lorsqu'on a une mémoire intérieure, lorsqu'on a une mémoire de livre, lorsqu'on a une mémoire, etc. La mémoire change de modalité. Voilà, c'est ça. Change plutôt de modalité parce que les contenus ont changé de place, ont changé de lieu. Voyez ? Alors, voilà plutôt ce que je disais. Voyez, parce qu'on m'a accusé d'avoir de la mémoire. Bien sûr, j'ai de la mémoire, mais je suis allé voir quand même Euclide avant de venir. Mais vous me demandez en plus comment ça va évoluer. Alors, je ne suis pas prophète, hein, je ne suis pas oracle, bien sûr. Mais ce qui me frappe le plus dans ces évolutions, c'est qu'une fois que l'évolution a lieu, avant de savoir si elle a lieu, je ne sais pas, elle est chaotique, je ne peux pas le prévoir. Mais ce qui me frappe beaucoup, c'est que quand elle a eu lieu, j'en comprends la cohérence. C'est étrange, n'est-ce pas? Parce qu'une fois que j'ai compris comment, si c'est vrai mon affaire d'exodarwinisme, on voit très bien comment l'histoire des techniques est relativement cohérente. Je vais vous donner un autre exemple. J'ai parlé tout à l'heure du néolithique et je disais, c'est à cette époque-là qu'on a inventé l'agriculture. Comment ça s'est passé? Nous ne savons pas vraiment, mais nous savons, ce que nous savons, c'est qu'au Moyen-Orient et au Chili, en gros, c'est les deux points importants, ils ont commencé à domestiquer un certain nombre d'espèces de faune et de flore. Le maïs, le blé, le bœuf, le mouton, bon, etc. Et comment ont-ils fait? Nous ne savons pas. Mais ce que nous savons, c'est qu'ils ont agi sur la sélection. Et exclusivement sur la sélection. Très bien. Qu'est-ce que c'est que l'agriculture? C'est une technique de la sélection, au sens darwinien du terme. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui dans les biotechnologies? Nous agissons sur la mutation. C'est-à-dire, on fait Mais au fond, c'est tout à fait nouveau. Non, c'est la même chose. Puisque qu'est-ce que c'est que la vie? C'est sélection plus mutation. D'une certaine manière, c'est plus de l'agriculture, ça n'a rien à voir. Mais pourtant, c'est cohérent. C'est-à-dire, on avance peu à peu dans l'exploration de la vie, technologiquement parlant, et le pire encore, c'est que ce que je viens de dire, c'est que toute technique, désormais, est biotechnologique, d'une certaine manière. Mais du point de vue de l'agriculture, ça devient cohérent. Alors qu'au début, on disait, mais les manipulations génétiques, c'est vraiment une nouveauté absolue, on n'a rien vu de tel sous le soleil. C'est vrai qu'on n'a rien vu de tel. Mais si vous vous retournez, c'est bien cohérent avec l'invention de l'agriculture, et tout d'un coup, on a une sorte de court-circuit géant qui se fait entre aujourd'hui et le néolithique. Par-delà l'histoire. Alors, la réponse est, je ne sais pas, un peu comme dans les processus chaotiques, l'avenir est imprévisible, mais je suis certain que dans 20 ans, on se retournera et on dira, tiens, c'est quand même relativement cohérent. Voyez. Je voudrais revenir sur votre dernière image, l'ordinateur, la tête. Ah, ma prière. Voilà. Ma prière du soir. En cas de panne, de coupure d'électricité, on perd la tête. Oui. Que pensez-vous de notre très très grande dépendance à cette source d'énergie? Est-ce que c'est nouveau? C'est toujours pareil. Oui, c'est nouveau parce que nous sommes dépendants dans des zones ou dans des régions qui n'étaient pas du tout envahies par la technologie jadis. Mais des risques de dépendance de ce genre, il y en a d'une certaine manière toujours eu.
Nous savons par exemple aujourd'hui, puisque je continue l'histoire que je racontais tout à l'heure, nous savons aujourd'hui par exemple que lorsque l'élevage s'est répandu à partir du Moyen-Orient vers l'Europe occidentale par exemple, le bétail domestiqué qui avançait vers nous, vers l'Europe occidentale, était porteur de nouvelles bactéries. Et que probablement ça a induit de gigantesques épidémies. Et par conséquent, ces inventions nouvelles ont dû coûter des vies humaines en grande quantité. Voyez. Donc là, il y avait un risque. Ça nous arriverait aujourd'hui, on arrêterait tout de suite l'invention de l'agriculture, vous voyez. Et puis la dépendance dont vous parlez, vous n'avez qu'à lire Michelet, vous n'avez qu'à lire Montesquieu, vous n'avez qu'à lire des auteurs déjà relativement anciens qui ont déjà, à l'égard de la technique, les mêmes critiques que les technophobes dont parlait Gilles de Weck. Vous voyez, par exemple, lorsque la pomme de terre arrive en France et que Olivier de Serres et Parmentier tentent de la répandre, eh bien, on entend en France les mêmes arguments qu'aujourd'hui vous entendez à propos de l'environnement, à propos des poisons, à propos exactement les mêmes. C'est relativement stable. Et donc, les dépendances et les terreurs par rapport à la technique sont des choses qui historiquement sont relativement stables. Oui. Même la dépendance, je crois. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire dépendance? Vous comprenez? Vous n'allez pas sortir toute nue ce soir en sortant du cinéma à minuit. Vous aurez froid. Vous êtes dépendant de votre manteau. La dépendance, c'est un concept un peu flou. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Quand vous avez commencé à parler de l'externalisation de la mémoire, ma pensée a commencé à dériver. J'ai vu des livres, et puis plein de livres sur des étagères, et puis des très grandes bibliothèques. Là, je ne savais pas, mais j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'était pas pris en compte dans ce que vous disiez. Et puis, je suis arrivée au livre de Babel, à la bibliothèque, à Borges, etc. Et je me suis dit, c'est la quantité qui n'est pas prise en compte. Et puis, en fait, c'est la quantité d'informations, la quantité de mémoire. Puis, en fait, ce n'est pas vrai, parce que tout ça, ce n'est pas nouveau. Toutes les bibliothèques contenaient déjà tout ça. Et alors, je ne sais pas, peut-être que je dis des bêtises là, mais il y a quelque chose qui n'est pas pris en compte dans ce que vous avez dit, et peut-être que c'est à ce moment-là la rapidité. La rapidité de traitement, la rapidité de transport de l'information. J'ai l'impression qu'il y a un passage à l'échelle qui change la nature des choses. Je suis d'accord qu'en général, les changements d'échelle changent les natures. Ça, Galilée le savait déjà. Nous ne pouvons pas construire la tour Eiffel avec du carton. Elle s'effondrerait, il faut que ce soit du fer. Donc, chaque fois que vous changez d'échelle, vous changez de nature, c'est sûr. Mais est-ce que vous essayez de vous rendre compte de l'effet de rapidité qu'a dû induire l'invention de l'imprimerie? Est-ce que vous vous rendez compte que la plupart des gens à l'époque ne pouvaient absorber que des quantités d'informations minimes, des paquets d'informations minimes? Et tout d'un coup arrive un livre de 1000 pages. Et tout d'un coup arrive une bibliothèque de 20, 30, 2000 livres. Vous voyez, ils ont dû à cette époque-là avoir un effet de changement d'échelle gigantesque. Vous voyez ce que je veux dire? Mais... En tout cas, je pense certainement que ce qui se passe actuellement, c'est du même type, en tout cas au moins aussi important que ce qui s'est passé au moment de l'imprimerie. Mais j'ai pas l'impression qu'on a tout dit là. Non. On n'a pas tout dit, mais je voulais simplement dire que cette nouveauté-là concernant la masse est déjà un argument récurrent, c'est ça. Mais qu'en plus de la masse, il y ait des effets de traitement, il y ait des effets de mélange, il y ait qui changent d'échelle, non, ça c'est accordé, ça oui, il n'y a pas de doute, il n'y a aucun doute. Oui, oui. Et même dans la recherche scientifique, dans certaines spécialités, déjà la quantité d'informations est telle qu'on ne peut plus... On ne peut plus imaginer qu'il y ait aujourd'hui un Maxwell ou un Poincaré, oui, sans doute. Oui, ça c'est sûr. Mais enfin, là aussi, la question s'est toujours posée. On a toujours dit, vous pouvez trouver des textes du 5e siècle avant Jésus-Christ disant qu'on ne peut pas dominer l'histoire naturelle. Oui, c'est déjà
c'est un argument réellement récurrent. Oui, oui. Vous avez parlé d'externalisation de la mémoire. Vous avez cité Amadou Hampâté-Bâ avec le grand-père qui meurt, la bibliothèque qui brûle, Platon, le fait qu'il se souvenait de tout et après il raisonnait. Et j'ai un peu aussi l'impression que, enfin naïvement après cette conférence, que mettez plus pardon, vous m'entendez ? J'ai un peu l'impression, naïvement après vous avoir écouté, que les nouvelles technologies, c'est un peu aussi une externalisation de la pensée. Quand on voit la création des forums, des blogs, etc., où justement la pensée est très rapide, où on a l'humanité a un peu une idée sur tout et très rapidement. Oui, c'est ça, c'est ce que dit justement notre ami. Oui. Alors bon, comment vous dire, on peut définir en gros ce que c'est que la mémoire. Hein. On peut définir en gros la raison parce qu'on sait ce que c'est que la démonstration, que la vérification, etc. La pensée, bon, là je ne sais plus très bien de quoi je parle. Hein. Qu'il y ait des effets de rapidité aujourd'hui, qu'il y ait des effets, ça c'est certain. On n'a pas connu un effet jamais dans l'histoire des effets de cette vitesse de passage, ça c'est certain. Mais parler de la pensée, ça, je suis un peu perdu. J'ai l'impression, si vous voulez, que quand on dit pensée, on dit quelque chose d'assez global, dont la mémoire, la raison, l'imagination sont des composantes relativement dominées, mais qu'on ne voit pas très bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Nous penserons toujours, d'une certaine manière, mais je préférerais dire que nous nous débarrassons de poids ou de contraintes ou d'obligations, et qu'il y a une certaine agilité d'inventivité possible que nous avons en bénéfice de ce dégagement-là. Vous voyez ? À force de se débarrasser des problèmes de mémoire, des problèmes de référence, etc., il y a une certaine agilité qui me paraît nous rester dans la pensée. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que je suis assez optimiste. Il y a une sorte de filtrage là. Vous voyez ? Parce que, rappelez-vous, dans mon métier, lorsque j'ai fait ma thèse sur les mathématiques chez Leibniz, j'ai passé 3 mois à faire la bibliographie et l'index. Aujourd'hui, pam, j'appuie, c'est terminé. Olé. Ça vaut le coup quand même, ça vaut drôlement le coup. Ouais. Oui. Et il me reste tout ce travail, il me reste 3 mois. Alors pendant les 3 mois, qu'est-ce que je vais en faire ? Je peux aller au bord de la mer, je peux aller avec ma petite amie, c'est formidable. Bonjour, je voudrais rebondir sur la réponse que vous avez donnée au premier intervenant. Oui, sur l'éducation. Question. Oui, elle n'était pas bonne. Hein, je suis vous avez fini par dire que vous trouvez que, par exemple, dans la société moderne, les jeunes, ou enfin ceux qui sont là aujourd'hui, sont écrasés par la redondance et la répétition. Oui. Peut-être qu'apprendre par cœur des cours de 80 pages n'était pas ce qui formait les personnalités les plus originales. Peut-être que le modèle d'éducation que nous avons eu et que nous avons jusqu'à aujourd'hui est très orienté sur le formatage et non pas sur le développement de la personnalité. Peut-être que la mode n'est pas récente et qu'on trouve dans le Misanthrope la critique de la nouvelle poésie à la mode, qui est comparée juste à la mode précédente. Hein, ça, c'est une autre observation. Donc, peut-être que l'une des belles choses de cette nouvelle technique, c'est précisément que dans cet énorme espace de non-droit, il y a pour une fois déjà une opportunité qui est pour tous, d'une originalité qui est absolue et que peut-être on peut... Il n'y a même pas lieu de chercher dans ce que la société impose. La société ne pourra jamais imposer une originalité. Ce qui n'est pas dans une personne, ce n'est pas son enseignement qui va l'y mettre. Je me demande si vous n'avez pas cette impression que ce grand espace de non-droit, le grand vrai espace de non-droit, est ce qui permet, pour une fois, à l'individualité de se manifester envers et contre toute éducation. Vous avez entendu ? Voilà, j'avais mal répondu, vous avez très bien répondu. C'est-à-dire, en effet, ce que je voulais dire, là où vous êtes en avance sur moi, c'est qu'au lieu de dire redondance, vous avez dit formatage. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est-à-dire, en effet, toute la question de l'originalité, c'est qu'est-ce qui, chez nous, n'est pas formaté. N'est-ce pas ? C'est ça. Comment ? Je n'entends rien.
Ce qui a résisté à l'éducation. Voilà, exactement. C'est-à-dire dans l'éducation, il faut bien du format. S'il n'y a pas de format, bon, il en faut. Il en faut, c'est-à-dire que quand je vous écris une lettre, il faut bien qu'il y ait des marges, que j'écrive avec des lettres, c'est du format. Bon, il faut toujours du format. Donc dans l'éducation, mettons du format. Mais aujourd'hui, le format est tellement répandu partout qu'on a en effet une chance d'avoir de la désobéissance par rapport au format, c'est-à-dire de l'information originale. Ouais, c'est ça. Oui, je suis d'accord. D'ailleurs, encore un peu de pub, dans le livre qui va paraître en février, je fais vraiment cette distinction entre format et originalité. C'est ça. C'est vraiment très intéressant. Merci d'avoir dit ça. Parfait. Parfait. Ça prouve qu'il y a quand même des gens plus intelligents que moi dans la salle. C'est quand même intéressant. Vous savez, même les scientifiques ont lu Platon et Socrate, ils connaissent un peu. Ouais, c'est sûr. Je voudrais revenir à la première question sur l'éducation. Où êtes-vous Ici. Ah oui. Voilà. Je suis enseignant et je suis entouré par mes lycéens. Moi aussi. Et j'en suis très heureux. Et vous avez parlé de l'externalisation de la mémoire et donc de la perte de la mémoire. Ils ont dû être très heureux. Je voudrais savoir si ce que vous avez écrit dans un de vos livres, je crois, Variations sur le corps, que je leur fais souvent lire en début d'année, qui est Prendre, apprendre et comprendre, à votre avis, reste vrai? Oui, oui, je ne peux pas. Je persiste et signe, quoi. C'est-à-dire, je continue à penser ça. Pourquoi? Parce que je pense que c'est une fonction du corps, en effet, de digérer l'information de sorte qu'on comprend après avoir appris et après avoir... on ne comprend que beaucoup plus tard, souvent. Il m'est arrivé de m'arrêter à un feu rouge alors que j'avais 65 ans et de dire un théorème que j'avais appris en taupe. Oh, ça voulait donc dire ça. J'ai mis 60 ans à comprendre. Je n'étais pas si rapide que mademoiselle. Oui, c'est vrai que le corps sait faire ça. Je voudrais vous citer une citation de Jacques Ellul qui a dit dans un texte intitulé « Le bluff technologique » que l'homme doit simplement obéir à la croissance technicienne et que celle-ci... Parlez plus lentement. L'homme il a dit que l'homme doit simplement obéir à la croissance technicienne et que celle-ci... À la croissance de technicienne. Oui. Et que celle-ci représente un déterminisme absolu pour l'homme. Un quoi Un déterminisme absolu pour l'homme. Un quoi Déterminisme. Ah oui. Ah, oui. Absolu pour l'homme. Je voudrais savoir ce que vous pensez de cette thèse. Mais, que je sache, il n'y a pas de déterminisme dans la croissance technique. On fait de la technique ce qu'on veut, ce qu'on peut, ce qu'on veut. Est-ce que vous croyez que je suis entièrement déterminé par mon automobile? Non, je ne trouve pas qu'il y ait une détermination. Au contraire, le darwinisme me détermine. C'est-à-dire, s'il y a un changement climatique, l'évolution fera que seuls vont subsister les animaux avec des fourrures. Bon. Et si j'ai inventé de la soie artificielle, ben je vais survivre à un changement climatique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a déterminisme de l'adaptation dans le cas darwinien. Mais puisque on invente un exodarwinisme, il y a plus de déterminisme d'une certaine manière. Mais votre voiture, ne l'utilisez pas. Partez à pied. C'est encore possible. Vous voyez, quand même, je ne vois pas où est le déterminisme là. Vous voyez, il faut vraiment haïr la technique à un point pour ne pas voir à quel point elle nous donne plutôt de la liberté. Vous voyez ce que je veux dire? Citez-moi. Lorsqu'il y a déterminisme, il y a drogue. C'est la drogue, le déterminisme dans ce cas-là. Alors on peut être drogué. Ah oui, parmi vous, il y a certainement des gens qu'on appelle allumés de l'informatique. Ça c'est sûr, ils sont complètement drogués par l'informatique. Alors les pauvres. Mais enfin, vous en faites pas, c'est pas si grave que ça. On n'en meurt pas. Vous voyez. Non, je ne vois pas. Moi, je sais bien ce que pense Ellul de ces choses-là.
Mais bon, je ne vois pas le déterminisme, mais je suis peut-être aveugle. Hein. Un grand merci pour cette grille de lecture qui introduit une cohérence dans notre questionnement sur l'évolution. Mais ce qui m'a le plus convaincu, c'est cette externalisation donc des fonctions cognitives, mémoire, raison, imagination, et qui définirait en quelque sorte nos nouvelles technologies. Mais alors, la question porterait sur la nature de cette externalisation, parce que dans le fond, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un appel d'air dans cette externalisation quand on élimine ou quand on rejette dans les nouvelles technologies la mémoire, la raison, l'imagination? Est-ce qu'il ne se crée pas une nouvelle raison, une nouvelle mémoire, une nouvelle imagination? Et finalement, c'est dans ce retour éternel, dans cette évolution absolument, absolument. Voilà. Il se crée une nouvelle culture. Ne croyez pas qu'à l'invention de l'écriture ou à l'invention de l'imprimerie, l'ancienne culture a été écrite ou l'ancienne culture a été imprimée. Pas du tout. L'imprimerie a induit une nouvelle culture, a induit même une nouvelle science. Et d'ailleurs aujourd'hui, la science d'aujourd'hui, regardez la science d'aujourd'hui, l'océanographie, l'astrophysique, tout ce qui est biotechnologie, etc., rien n'est possible sans l'ordinateur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'ordinateur déjà a changé la nature de la science. Donc, d'une certaine manière, notre rapport au monde, c'est-à-dire le rapport cognitif que nous avons au monde. Par conséquent, il est vrai que cette externalisation crée une nouvelle manière de se souvenir, une nouvelle manière d'appréhender, et ainsi de suite. Oui, ça, c'est vrai. Une dynamique et une métamorphose. Oui, absolument. Et c'est d'ailleurs ça que je répondrai à M. Ellul aussi. C'est-à-dire, c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas de déterminisme, puisqu'il y a création d'un nouveau type de rapport. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez une nouvelle mémoire, vous pouvez traiter un nombre de données telles que la génération d'avant ne pouvait pas voir réellement le phénomène. Puisqu'aujourd'hui, on traite suffisamment de données pour voir réellement. Il n'y aurait pas eu de biochimie sans ordinateur, il n'y a aucun doute là-dessus. Voyez. Et par conséquent, ça crée un nouveau rapport au monde, un nouveau rapport, etc. À propos de déterminisme, je voudrais dire quelque chose. Parce que tout ça, c'est de la science. Moi, je voudrais rentrer pour finir au moins, dans le concret quotidien. J'étais marin, Gilles l'a dit. Et puis j'avais une petite amie à l'époque. Et alors, chaque fois que j'arrivais dans un port, je postais une lettre. Et puis elle m'envoyait une lettre dans un port. Ouais. Non, mais c'est très beau tout ça. Mais enfin, la lettre que je recevais 15 jours, un mois après, correspondait à des sentiments qu'elle éprouvait en août. Je les recevais en septembre. Moi, je répondais aux sentiments d'août en septembre. Elle le recevait en octobre. On ne comprenait plus très bien quel type de sentiments elle éprouvait, etc. C'est bien de l'amour, d'accord. Mais avec un cellulaire dit, c'est quand même mieux. C'est-à-dire, tu penses ça maintenant, mais je peux te répondre maintenant. Et puis, ça, c'est de l'amour. C'est-à-dire, c'est maintenant que j'éprouve ça. Alors, et toi, tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu veux qu'on fasse ça? Et voilà une liaison amoureuse qui est tissée menue. Mais moi, ma liaison amoureuse, elle était catastrophique. Elle était en haillons. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, ça n'avait pas un progrès de l'amour, ça, mon cher? C'est extraordinaire. Vous n'avez pas connu, vous, les lettres des marins. C'était tristounet, vous savez. Est-ce qu'aujourd'hui, au moins...